Un très grand bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle session du Point Carmignac. Une session assez spéciale, puisque justement, donc, c'est une session qui se veut semestrielle. On va faire un récapitulatif, justement, donc, des premiers mois de l'année, avec Axel Pinon, spécialiste produit chez Carmignac. Bonjour Axel. Bonjour Imen, bonjour à tous. Donc, du coup, on va commencer, comme d'habitude, avec un commentaire de l'évolution des principaux indicateurs clés, mais ce, justement, donc, depuis le début de l'année et au 22 août. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Axel? Oui, on profite de l'occasion de cette fin d'été pour prendre un petit peu le temps de regarder ce qui s'est passé depuis le début de l'année, qui a été un début d'année riche en événements, riche en surprises, et donc qui a eu un fort impact sur les marchés. Alors, on en a beaucoup parlé ensemble sur les derniers mois. Le mot d'ordre depuis le début de l'année, ça a été on attend l'arrivée de la récession. Et malgré le fait que tout le monde parle de cette récession, bon d'abord, cette récession, on va le voir, on l'attend toujours, mais ça n'a pas empêché les marchés actions de monter. Et quand on regarde les performances des marchés actions dans son ensemble, on est sur un bon début d'année, une poursuite du marché haussier qui avait débuté déjà en octobre dernier. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des différences entre les régions. Et ces différences entre les régions, elle est principalement le reflet de différents fondamentaux macroéconomiques. Aux États-Unis, c'est là où on a eu le plus de surprises positives concernant la croissance, alors qu'en Chine, c'est le contraire. On a eu, et on va y revenir longuement dans le point macroéconomique, mais c'est là où on a eu le plus de surprises négatives. Et donc, sans surprise, on voit des marchés actions américains qui surperforment le reste du monde, là où on a les marchés chinois et dans une moindre mesure les marchés émergents qui ont baissé. Et si on regarde l'Europe, l'Europe est un petit peu au milieu. L'Europe a commencé l'année très fortement, notamment par rapport aux États-Unis, mais cette surperformance s'est arrêtée quand finalement l'environnement macroéconomique a commencé à se détériorer en Europe, alors qu'elle continuait de surprendre à la hausse aux États-Unis. Donc en soi, un marché action qui a plutôt reflété les perspectives macroéconomiques. Si on regarde maintenant le marché obligataire, là, on a eu plutôt un marché très agité, très volatile et beaucoup moins positif. Ce qu'on regarde, c'est quand on voit les taux d'intérêt à long terme, donc plutôt autour des 10 ans, là, c'est resté plutôt stable sur la grande partie de l'année, parce que les taux d'intérêt à long terme sont restés stables, parce qu'ils reflètent, eux, la baisse de l'inflation, parce qu'on a eu une croissance meilleure qu'attendue, mais une inflation qui, elle, a baissé. Et les marchés obligataires ont été un petit peu plus dans l'anticipation que les marchés actions, en déjà projetant un ralentissement de l'économie mondiale à horizon 6 mois à 1 an. Mais cet été, ce qui s'est passé sur les taux d'intérêt long terme, c'est qu'on a eu une forte hausse des taux d'intérêt à long terme, liée au fait que finalement les marchés obligataires ont décidé de s'ajuster à la résilience de l'économie américaine. Et donc, on a des taux à 10 ans, par exemple aux États-Unis, qui ont atteint des plus hauts qu'on n'avait pas vus depuis 2008. Donc, un marché obligataire qui a été beaucoup plus contrasté que le marché action depuis le début de l'année. Et si on regarde après les autres classes d'actifs, on a eu un euro-dollar qui a plutôt reflété d'abord une forte hausse de l'euro en début d'année quand l'économie européenne allait mieux que l'économie américaine, et suivi le chemin des actions avec une stabilisation de l'euro quand l'Europe a commencé à décevoir en relatif par rapport aux États-Unis. Et sur des matières premières, plutôt en baisse, quand on regarde le pétrole, reflet des inquiétudes sur la croissance mondiale. Donc là, moins de gros événements marquants, contrairement au marché actions et au marché obligataire, qui ont eu deux comportements très différents depuis le début de l'année. Alors, côté macroéconomie, Axel, tu as souhaité, pour justement cette session, mettre le focus sur le consommateur chinois versus le consommateur américain, et notamment au travers du prisme des ventes au détail. Je te laisse commenter. Oui, en fait, c'était pour illustrer cette dichotomie qu'on a vue dans les marchés actions, avec cette surperformance américaine d'un côté et cette sous-performance chinoise de l'autre. Et je trouvais que ces deux graphiques étaient assez parlants pour essayer de comprendre ce qui se passe. On a eu deux grosses surprises en 2023 jusqu'à maintenant, la Chine et les États-Unis. Sur les États-Unis, c'est vraiment la résilience de l'économie américaine qui a surpris, et notamment celle du consommateur. Comme je disais en introduction, depuis le début de l'année, les économistes, tout le monde parlait de cette arrivée de récession,
Puis au final, on est déjà fin août et on n'a toujours aucun signe de la récession. Alors, pourquoi aujourd'hui on n'a toujours aucun signe de cette récession? C'est parce qu'il y a plusieurs facteurs qui continuent de surprendre à la hausse et de soutenir l'économie américaine. Le premier facteur, c'est l'épargne excédentaire considérable qui a été constituée par les ménages pendant les années Covid et qui donc a continué d'apporter un large soutien à la consommation américaine. Il y a aussi aux États-Unis un effet richesse très positif qui est permis par la bonne tenue des actions américaines et plus globalement des actifs financiers, mais également de l'immobilier. Et enfin, aux États-Unis, on a un taux de chômage qui reste sur des plus bas de 50 ans à 3,5%. Et ce faible taux de chômage permet de nourrir des hausses salariales et donc de soutenir la consommation malgré le fait qu'on ait une inflation aux États-Unis en 2023 qui a été jusqu'à maintenant importante. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est oui, ok, elle a été résiliente cette économie américaine, mais à quoi on peut s'attendre pour les prochains mois? Alors, on va plutôt, selon notre scénario, retourner vers une tendance 2017-2019 et arrêter de continuer à surperformer. D'abord parce que cette épargne excédentaire, elle fond comme neige au soleil, et donc à un moment, les Américains n'auront plus assez d'épargne. Et donc, elle va offrir un coussin de sécurité de moins en moins épais pour le consommateur, ce qui avait jusqu'à maintenant soutenu l'économie. Puis, il va y avoir un autre effet, c'est les effets du resserrement monétaire. Un resserrement monétaire, ça a toujours des effets qui sont retardataires sur l'économie. Et ce resserrement monétaire, il a été très spécial, on en a parlé de nombreuses fois ensemble, il a été très concentré dans le temps, très violent. Mais du coup, il y a une bonne partie des effets qui vont probablement seulement commencer à se matérialiser à partir de la deuxième partie de l'année 2023 et en allant vers 2024. Donc, un consommateur américain qui a surpris tout le monde à la hausse depuis le Covid et beaucoup plus longtemps que ce qu'on imaginait, mais on devrait avoir un retour vers la tendance de ce consommateur américain. Mais ce qui nous intéresse aussi, et ce qui a été la grande surprise, c'est la faiblesse de la Chine. Sur les marchés chinois et plus globalement en Chine, ça a été vraiment, ça a été vraiment les montagnes russes. On a commencé l'année sur les chapeaux de roue avec la super nouvelle de la réouverture de la Chine, et ensuite on a eu les problèmes géopolitiques, puis ensuite les inquiétudes sur la croissance. Parce que oui, on s'attendait avec la réouverture de la Chine à une reprise très forte de l'économie, assez semblable à ce qu'on a eu aux États-Unis et en Europe, et en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi cette réouverture post-Covid n'a pas fonctionné aussi bien qu'aux États-Unis et qu'en Europe? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est un manque de confiance de la part aussi bien des consommateurs que des entreprises en Chine. En fait, ce qui se trouve, c'est qu'ils ont eu une politique anti-Covid tellement drastique pendant des années, et notamment en 2022, en 2021 et 2022, que cela a pesé sur le moral et a pesé de manière structurelle. Et donc, on a un comportement qui est complètement opposé à celui des États-Unis. C'est qu'on a des ménages qui sont extrêmement prudents et qui sont un peu frileux à l'idée de consommer et préfèrent épargner plutôt que consommer, et donc n'alimentent pas la consommation chinoise. Et puis, au-delà de ce manque de confiance lié aux politiques anti-Covid, il y a aussi des gros problèmes structurels sur la Chine. Le premier, c'est l'endettement. L'endettement aussi bien des entreprises que des ménages. Aujourd'hui, si on regarde l'endettement, le niveau d'endettement des ménages chinois, on est à un des plus élevés au monde. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont à peu près dans la même situation que les États-Unis avant la crise de 2008, c'est-à-dire que cet endettement des ménages chinois est surtout concentré sur le secteur immobilier. Parce que ce qui s'est passé, c'est que dans la dernière décennie, dans les années 2010, à chaque fois qu'on avait un ralentissement de l'économie chinoise, les autorités chinoises ont fait des politiques de stimulus budgétaire, et ces politiques de stimulus budgétaire passaient essentiellement via le crédit, et notamment le crédit immobilier. Aujourd'hui, les autorités, face à cette montée hyper impressionnante de la dette immobilière, ont décidé de mettre un coup d'arrêt à ce super cycle de dette. Et donc, on a les conséquences qu'on peut imaginer, des prix qui commencent à baisser, des ventes immobilières qui commencent à baisser, et donc des inquiétudes sur ce niveau d'endettement et beaucoup de questions sur la soutenabilité de cet endettement pour l'économie chinoise à l'avenir.
Au-delà de cette dette, un autre problème structurel en Chine, c'est le chômage des jeunes. Aujourd'hui, un cinquième des jeunes entre 16 et 24 ans sont au chômage en Chine. C'est un vrai problème pour les autorités et elles ont décidé, alors c'est leur façon de régler les problèmes en Chine, elles ont décidé la semaine dernière, je crois, c'était de suspendre la publication des données de chômage des jeunes. Officiellement pour ajuster la précision des données, mais c'est aussi un moyen de, pour l'instant, essayer de contenir la panique autour de ce chômage des jeunes qui continue d'augmenter. Mais au-delà de ces mauvaises nouvelles, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que la Chine, contrairement à nous en économie développée, est au bord de la déflation. Et donc, ça laisse des munitions pour le gouvernement chinois de faire un plan de relance massif budgétaire, chose qu'on ne peut pas faire dans nos économies développées face à l'inflation. Mais donc, ça leur laisse des marges de manœuvre pour agir. Elles ont commencé, pour l'instant, ça a été très timide, tout ce qui a été entrepris, et ça n'a clairement pas été suffisant pour contrer les difficultés. Mais on s'attend, d'ici la fin de l'année, d'ici les prochaines semaines, à une annonce d'un plan massif de relance. Il va être un petit peu plus différent de ce qu'on peut avoir vu. Ils peuvent pas faire, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, le faire via le crédit. Ça devrait être axé plutôt sur les infrastructures. Mais voilà, un plan massif devrait être annoncé et ce qui devrait permettre de relancer aussi bien la consommation que l'investissement. Alors, donc, une situation très contrastée entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis. Alors, donc, chapitre suivant, donc c'est la rubrique justement pédagogique. Et cette fois-ci, donc, tu la consacres, Axel, éventuellement à l'évaluation de la direction et du niveau de conviction de marché. Je te laisse nous en parler là aussi. Éventuellement, qu'est-ce que tu entends par conviction du marché et effectivement, comment essaye-t-on justement de jauger cette conviction? Oui, en fait, c'est une notion que je trouve, c'est une notion technique qui est utilisée par les opérateurs de marché pour évaluer ce qu'on appelle le niveau de conviction d'un marché. Par exemple, si on a un mouvement à la hausse ou à la baisse, c'est intéressant de voir si c'est un mouvement à la hausse qui est très très suivi par l'ensemble du marché et donc qui est fort et important à prendre en compte, ou si c'est assez mené par des signaux faibles. Et je vais rentrer concrètement dans ce qui s'est passé depuis le début de l'année pour vous aider à mieux comprendre cette notion. En fait, si on regarde, par exemple, le nombre d'actions qui progressent par rapport à celles qui reculent pour un indice donné. Si jamais on a le nombre d'actions en hausse qui est supérieur à celui du nombre d'actions en baisse, ça veut dire que la dynamique de hausse est forte et donc elle est réellement positive. Si on regarde cet indicateur pour 2023, par exemple, on voit que c'est pas très convaincant parce que le S&P 500 depuis le début de l'année a fait plus 15, plus 16%, alors que quasiment la moitié des valeurs de l'indice se sont inscrits en territoire négatif. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce mouvement haussier a été porté majoritairement par la thématique de l'intelligence artificielle et donc par 7 valeurs du S&P 500 qui ont porté la majeure partie de la performance. Et le reste de la cote a plutôt reflété la prudence des investisseurs face à un environnement plein d'inconnus, entre les craintes de la récession, mais en même temps les bonnes nouvelles de l'économie américaine, et en même temps le risque de resserrement monétaire, et donc des investisseurs qui ne savent pas tellement décrypter ce scénario macroéconomique qui envoie beaucoup de signaux contradictoires, et donc un aspect de prudence. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce que ce que je disais en introduction, on n'a fait que parler de récession, mais les actions américaines étaient en hausse de 15%. Oui, mais en fait, si on regarde ce qui se passe sous la surface, on voit que finalement, la moitié de l'indice est en baisse. Donc finalement, le plus 15% n'a été fait que par un petit nombre de valeurs. Et donc, c'est pas ce qu'on appelle un bull market d'une très très forte conviction. On l'avait déjà abordé à plusieurs reprises lors des sessions mensuelles, c'est l'arbre qui cache la forêt, en fait. Exactement. Et donc ça, c'est une autre manière de le voir. Et il y a un autre indicateur qui est sur la partie gauche, qui donne à peu près les mêmes résultats. C'est quand on regarde le nombre de valeurs qui traitent au-dessus de leur moyenne mobile. Ça, c'est quelque chose qui est utilisé tout le temps par les opérateurs de marché. Et on voit qu'en 2023, d'abord, en première partie d'année, le fort rallye a été limité aux valeurs de l'intelligence artificielle. On a à peu près le même résultat. Il s'est ensuite généralisé. On a eu un optimisme qui s'est diffusé en mai, juin. Et puis en août, ça s'est complètement réduit. Les opérateurs de marché et les actions qui ont monté se sont réduits à un petit nombre de secteurs qui ont été principalement la santé et l'énergie, alors que le reste des actions ont fortement baissé. Alors, on avance. Et là, on passe à la microéconomie.
microéconomie qui va être focusée sur le secteur de la santé et notamment son paradoxe. Oui, parce que un peu le reflet de tout ce que je viens de dire, c'est que la santé a eu un très mauvais début d'année. C'est typiquement un secteur qui est défensif et donc qui a été délaissé par les investisseurs face à la solidité des chiffres américains. Donc on a un mauvais début d'année pour la santé, mais en fait, quand on regarde un peu en détail, il y a quand même une thématique dans la santé qui a affiché des résultats exceptionnels. Et c'est autour de l'enthousiasme suscité par les traitements contre l'obésité. Je ne sais pas si vous en avez vu dans la presse, mais on en parle de plus en plus. En fait, il y a eu 2 entreprises, notamment Eli Lilly et Novo Nordisk, donc une entreprise américaine et une entreprise européenne, qui développent depuis quelque temps, qui sont spécialisées dans le diabète et qui développent depuis quelque temps des médicaments contre l'obésité. Et ça offre pour les investisseurs une opportunité de revenus très très importante générée par ces médicaments. Parce que évidemment, la lutte contre l'obésité, c'est une taille de marché adressable qui est extrêmement importante, avec plus d'un adulte sur 8 qui est en surpoids dans le monde, et près de la moitié des Américains qui devraient être obèses d'ici 2030. Donc, face à ce fléau, les dépenses de santé liées à ces affections ne font qu'augmenter, et donc avoir une solution médicale est très important. Chez Carmignac, on pense par exemple que le marché de l'obésité à lui seul pourrait atteindre un pic des ventes de 100 milliards de dollars d'ici le début des années 2030, donc quelque chose de vraiment très important. Mais c'est un marché qui est détenu par 2 valeurs en principal, ce que je disais, Novo Nordisk et Eli Lilly, qui sont les 2 sociétés à l'origine des traitements pour l'obésité. Mais il y a un défi, c'est que, ok, elles ont des traitements pour l'obésité qui sont efficaces, mais qui sont très chers. Et donc, l'objectif, c'est de convaincre les assureurs et les gouvernements du monde entier de couvrir le coût de ces médicaments, qui sont souvent complètement hors de portée pour la plupart des gens. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que pour être couvert par les gouvernements et les assureurs, il faut montrer que ces médicaments amaigrissants, ils offrent des avantages supplémentaires pour la santé. Et c'est ce qui s'est passé sur les derniers jours, et c'est pour ça qu'on voit Eli Lilly et Novo Nordisk monter d'un coup. C'est qu'elles ont montré les résultats d'une étude, toutes les 2, très prometteuse, avec des résultats qui ont prouvé que leurs médicaments, notamment celui par exemple de Novo Nordisk, qui s'appelle le Wegovy, a pu montrer une réduction de 20% des événements cardiovasculaires, c'est-à-dire tout ce qui est crise cardiaque, accidents vasculaires cérébraux, chez les personnes qui étaient traitées par ces médicaments amaigrissants par rapport au placebo. Et donc, ces résultats, pourquoi ils sont importants pour le marché et pour les investisseurs? C'est parce que ça offre un marché potentiel et une courbe d'adoption pour ces médicaments qui est très importante, et donc une opportunité de revenus qui est intéressante. Et donc, on a ce paradoxe du secteur de la santé qui est, oui, est un secteur défensif et donc n'a pas très bien marché depuis le début de l'année face à une économie qui est résiliente. Mais on a toujours des segments portés par des tendances séculaires extrêmement importantes, extrêmement porteuses, d'où l'importance de la sélection de valeurs qui sont très intéressantes pour les investisseurs. Donc, rentrer plus dans la granularité des segments éventuellement. Exactement. Ensuite, concernant ton message du mois, alors ton message du mois, enfin en tout cas à mi-parcours en fait justement de l'année, c'est la récente contre-performance chinoise ne doit pas faire oublier le potentiel long terme des émergents. Et on va le voir pourquoi d'ailleurs. Exactement, oui, on n'avait pas parlé des émergents depuis longtemps et cette dichotomie entre la Chine et les États-Unis a été particulièrement frappante en ce début d'année 2023. Donc je voulais refaire un petit point et discuter avec vous du fait que, bon, d'abord, les émergents, ça ne se limite pas à la Chine. Et ça, c'est extrêmement important à avoir en tête. Parce qu'on a beaucoup été pollué par des mauvaises nouvelles sur le front de la Chine, où la géopolitique a pris complètement le dessus, les marchés ont eu tendance à complètement ignorer les fondamentaux. On a une correction chinoise qui a été très très loin. Hein. Aujourd'hui, on a des valorisations sur le marché chinois qui sont en territoire très attractif. Hein. Si on regarde la valorisation prix sur bénéfice du marché chinois, on est à 9,5 fois. C'est 10% plus bas que la moyenne long terme, sachant qu'il faut quand même prendre en compte que dans l'ensemble, sur les 10, 15, 20 dernières années, les fondamentaux chinois n'ont fait que s'améliorer. Mais au-delà du cas chinois, et je vais y revenir, c'est important pour un investisseur, quand on investit dans les émergents et ailleurs, hein, mais encore plus dans les émergents, de faire appel à la diversification. Diversification en termes d'actifs, de secteurs et de pays.
Et dans ce sens-là, quand on parle de pays, on voit que les émergents sont un terreau extrêmement fertile d'opportunités au-delà de la Chine, et que la diversification permet d'amortir les gros mouvements de volatilité comme on a pu le voir depuis le début de l'année. Et ton message sur les émergents est à rattacher à ton idée d'allocation. Donc, ton idée d'allocation qui, justement, va concerner le fonds d'investissement Carmignac Émergent. Fonds d'investissement, bien entendu, que l'on distribue sur la plateforme easybourse.com. Fonds qui a la particularité, du coup, de réunir aspect qualitatif financier et aspect qualitatif extra-financier. Je te laisse en parler. Oui, voilà, je voulais revenir donc sur ce fonds émergent, qui n'est donc pas un fonds que Chine, et parler un peu des opportunités d'investissement qu'on voit et de l'importance de la diversification au sein de ce fonds. Alors si d'abord on regarde bien évidemment la Chine, parce que c'est compliqué de l'ignorer, comme je disais, hein, la déception macroéconomique a fait que aujourd'hui on a un marché chinois en berne. On a des valorisations qui sont attractives et on peut potentiellement avoir dans les prochains mois des bonnes nouvelles sur le front d'un stimulus budgétaire venant des autorités. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que en Chine, comme dans les émergents, mais c'est aussi vrai pour les développés en soi, il faut être particulièrement attentif à la sélection de valeurs. Et quand on regarde dans le détail des entreprises et de leurs fondamentaux, ce qu'on voit, c'est qu'on a énormément d'entreprises chinoises de qualité, qui ont des valorisations attractives, qui ont des politiques vis-à-vis de leurs actionnaires qui sont de plus en plus favorables. Elles ne font que augmenter leur rachat d'actions, elles augmentent leurs dividendes, elles augmentent leur transparence, elles augmentent aussi leur génération de cash. Tout ça pour attirer de plus en plus d'investisseurs. Et on a beaucoup de valeurs qui n'ont rien à voir avec l'environnement géopolitique, qui n'ont rien à voir avec la crise immobilière chinoise, et qui ont des bilans extrêmement sains, qui reposent sur des tendances structurelles, que ce soit liées à la démographie, à la santé, à toute l'innovation liée à l'Internet, et donc qui aujourd'hui ont des valorisations qui reflètent le sentiment global négatif sur la Chine, mais pas du tout les fondamentaux de ces entreprises. Donc en Chine, prudence, bien évidemment, sélectivité, mais il y a énormément de pépites dans ce marché chinois sur des thématiques porteuses qui sont importantes et extrêmement intéressantes pour un investisseur pour apporter de la diversification dans son portefeuille. Mais au-delà de la Chine, il y a d'autres opportunités. Il y a des opportunités comme par exemple la Corée du Sud ou l'Inde qui offre en termes de pays des fondamentaux solides, mais aussi qui sont des pays qui bénéficient indirectement des tensions géopolitiques. Si on prend l'Inde et la Corée, c'est vraiment une façon de se couvrir contre le risque géopolitique chinois. Ce sont deux pays qui bénéficient indirectement des tensions entre la Chine et les États-Unis. Pour la Corée, par exemple, c'est aussi très positif puisque c'est un bénéficiaire direct du boom sur l'intelligence artificielle. C'est un pays qui est quand même le leader dans tout ce qui est composants à haute valeur ajoutée sur l'électronique, notamment sur les semi-conducteurs, dont aujourd'hui on a beaucoup parlé de Nvidia et des résultats de Nvidia dans la presse. Ils travaillent directement avec des entreprises comme Samsung Electronics, qui est le leader mondial de tous les composants technologiques. On a des entreprises comme LG Chem, qui est le leader dans la production de batteries des véhicules électriques. Donc des valeurs qui sont directement liées au boom de l'intelligence artificielle, qui n'ont pas les valorisations aussi élevées que celles aux États-Unis, et qui offrent cette possibilité de diversifier le risque géopolitique, puisque les Américains vont avoir tendance à se tourner vers les acteurs coréens plutôt que les acteurs chinois. On a l'Inde aussi, qui est un autre pays extrêmement attractif sur le moyen long terme. Hein. C'est un pays qui croît encore entre 5 et 7%, qui a fait énormément de progrès sur les dernières années en termes de gouvernance, d'infrastructure, de politique. Et bien que ce soit un marché qui est structurellement cher en termes de valorisation, il y a certains secteurs qui montrent des perspectives attractives, comme par exemple les banques indiennes. Le secteur bancaire indien a des fondamentaux très très solides, complètement à l'opposé du secteur bancaire chinois par exemple, et c'est intéressant parce que c'est vraiment une indexation sur la croissance indienne et donc des opportunités intéressantes.
Et au-delà de l'Asie, il y a aussi des opportunités en Amérique latine. On a des pays comme le Mexique qui offrent des opportunités qui sont liées à toute la tendance ce qu'on dit en anglais le nearshoring. Vous savez, c'est le fait qu'on veut de plus en plus produire proche de nos lieux d'habitation. C'est le cas pour les États-Unis qui ont délocalisé beaucoup de production chinoise vers le Mexique. C'est le cas de nous, Européens, qui avons délocalisé une partie de la production vers l'Europe de l'Est. Et donc, le Mexique bénéficie énormément de cette relocalisation proche des États-Unis. Et donc, c'est quelque chose qui est porteur pour le pays et pour les marchés actions. Mais je pense que le meilleur moyen de montrer l'importance de la diversification, c'est si on regarde par exemple la performance d'un fonds comme Carmignac Émergent, qui depuis le début de l'année affiche une performance de 4%, alors que son indice fait un peu moins de 2%. En dépit du fait que c'est un fonds qui est très exposé à la Chine, mais quand on a une bonne sélection de valeurs et une diversification géographique, bah voilà, ça permet d'oublier tout le négatif qu'on peut avoir autour de la Chine depuis le début de l'année. Alors, en voilà justement donc la fiche valeur, Axel, du fonds, fiche valeur qui rend compte donc d'un certain nombre d'informations, aussi bien financières que extra-financières, également donc liées au top 10 du portefeuille, mais également donc liées à son allocation par actif, par zone géographique et notamment par secteur. Peut-être un mot là-dessus sur justement cette dimension durable qui se manifeste, Axel, donc par le label ISR d'État français, qui se manifeste également par justement le nombre de globes Morningstar, qui est la notation de durabilité de ce fournisseur d'informations sur les OPC, donc 4 globes sur 5, et également par une classification donc, au niveau européen, donc classification SFDR 8. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est que le fonds, même si justement donc, a quand même une gestion systématique sur le plan de l'ESG. Est-ce que tu veux bien nous en parler éventuellement de ce prisme investissement durable lié justement donc, à ce fonds qui est un fonds émergent. Donc, on n'a pas forcément ça en tête quand on Oui, c'est assez rare. Il y a moins d'acteurs ESG sur le front des émergents parce que il y a une information qui est disponible moins publiquement. Donc, ça demande de la part des équipes de gestion beaucoup de travail sur le terrain et auprès des entreprises pour collecter les informations. Mais les entreprises émergentes commencent aussi à rentrer dans cette tendance et comprennent l'importance de la transparence sur toutes ces questions ESG. Et pour nous, c'est une excellente manière d'accentuer notre gestion des risques sur le front des émergents. Sur la gestion des risques est importante partout, mais dans les émergents encore plus. Et donc, axé sur ce prisme ESG est très, très important. Alors, ce prisme ESG, il s'exploite par plusieurs types d'approches. On va avoir des exclusions sectorielles fortes. On va avoir et une volonté d'investir dans des entreprises qui ont un impact positif aussi bien sur l'environnement que sur le social. Et donc, on va chercher des entreprises qui sont alignées avec les principes des Nations Unies. Ces principes des Nations Unies ont été définis il y a quelques années dans le but de faire de faire un monde meilleur. Et donc, ce qu'on fait dans notre fonds, c'est d'investir dans des entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui est directement aligné à ces principes définis par les Nations Unies. Et donc, ça demande beaucoup de travail de la part de nos équipes sur le terrain pour trouver ce nombre de valeurs. Ça nous réduit notre potentiel d'investissement, enfin notre univers d'investissement, mais à long terme, c'est bénéfique puisque c'est des entreprises qui ont tendance à être moins risquées sur des segments moins risqués et avec des équipes dirigeantes qui sont très transparentes et qui sont vraiment alignées avec nos valeurs, nous, chez Carmignac, en termes de ESG. Alors, on va en reparler, mais alors c'est un fonds qui est disponible aussi bien donc, sur notre plateforme de courtage en bourse, mais également de notre assurance vie. Et c'est un fonds que vous avez en droit d'entrée, droit de sortie 0%. Donc, c'est également intéressant de l'indiquer. Alors, juste simplement, parce qu'on se doit de le faire, on va repasser rapidement à la présentation, de manière éventuellement à mettre justement la page liée au risque quand même, justement, donc la conformité nous regarde. Et donc voilà. Et là, on va passer à la session des questions-réponses. Et il y en a des questions. Donc, du coup, je vais les poser à Axel. Et n'hésitez pas éventuellement à intervenir tant que vous le souhaitez. Alors, j'arrête cette fois-ci le partage.
Alors, Axel, une première question de Roger qui nous dit, concernant la récession qui ne vient pas, peut-elle venir lorsque plus personne ne l'attendra, comme beaucoup de crises, en fait, justement, qui viennent sans qu'on s'y attende. Donc, la prochaine élection américaine approche. Quel que soit le gagnant, il sera contesté. La situation politique électrique américaine n'est-elle pas à craindre? Donc voilà. Donc, quid de la récession et quid de la situation éventuellement politique aux États-Unis? C'est une très bonne question puisque, en fait, le fait que le marché, depuis le début de l'année, était très peu positionné sur les actions, les gens étaient très averses au risque, puisqu'ils s'attendaient à cette récession. Puis on a vu au fur et à mesure de l'année, c'est ce que je disais au début, le marché aussi était concentré sur un tout petit nombre de valeurs et puis a commencé à s'étendre à de plus en plus de valeurs. Et les gens, finalement, de peur de rater ce rallye boursier, ont commencé à acheter des actions. Et donc, tout le monde s'est réexposé graduellement aux actions. Et donc aujourd'hui, ça offre un risque de baisse plus important finalement techniquement que ce que ça n'était au début de l'année. Donc ce qui est important, c'est il y a les facteurs techniques, les entreprises et la macroéconomie. Quand on parle de récession, donc vraiment une forte baisse de l'économie américaine, on peut aujourd'hui, avec les indicateurs et les niveaux de chômage, etc., se dire que c'est quand même quelque chose qui arrivera plus tard en 2024. Par contre, on va quand même voir dans les prochains mois, les prochaines même semaines, un début de ralentissement aux États-Unis. On ne peut pas avoir eu une telle hausse des taux sans aucun effet sur l'économie réelle. On a déjà des indicateurs qui commencent à baisser un petit peu. Mais pourquoi on ne voit pas de récession demain aux États-Unis? C'est parce que si la composante service, donc la composante vraiment consommateur de l'économie américaine, a été la plus résiliente, c'est elle qui a boosté la croissance et qui a permis de surprendre à la hausse. Celle-là va commencer à baisser. Par contre, si on regarde la composante plutôt entreprise, manufacturière, industrielle, elle a été très faible depuis le début de l'année et elle va plutôt repartir à la hausse. Et donc, en fait, on a une économie américaine qui joue le rôle de balancier avec la partie un petit peu plus, entreprise, industrie qui, elle, va prendre un petit peu le relais sur cette croissance, là où le consommateur va commencer à baisser. Et donc, ce qui fait qu'on va avoir, en premier temps, un ralentissement de l'économie américaine, mais qu'on va mettre du temps avant de rentrer en récession. Bien évidemment, il y a donc les élections américaines qui arrivent d'ici maintenant un petit peu plus d'un an. Ça crée toujours beaucoup de bruit. Mais c'est une élection qui arrive finalement à un moment où les fondamentaux de l'économie américaine sont quand même assez solides. On a un taux de chômage qui est structurellement bas. On a un consommateur qui a pu se désendetter. Donc on est sur, ça va créer du bruit sur les marchés, sur certains secteurs. Par exemple, la santé, c'est toujours dans les secteurs qui ont tendance à souffrir en période d'élection. Mais c'est pas quelque chose qui va faire dérailler la croissance américaine à horizon 1 an ou 2. Alors, 2 questions sur la Chine. La première, donc, concernant notamment le risque de condamnation de la faillite, pardon, qui est annoncée des géants de la construction. Est-ce qu'on doit craindre une crise immobilière justement donc en Chine, ce qui amène éventuellement, donc ça c'est la question d'Esteban, ce qui amène Luc à se poser la question, est-ce que éventuellement on peut envisager la Carmignac émergence sans la Chine? Est-ce que ça serait pas plus pertinent éventuellement aujourd'hui, compte tenu justement de la situation dans le pays? Alors, c'est une très bonne question parce que on compare souvent, donc, mais ce qui est la réalité dans les chiffres, cette crise immobilière chinoise à ce qui s'est passé aux États-Unis en 2008. L'énorme différence entre ce qui s'est passé aux États-Unis en 2008 et aujourd'hui l'économie chinoise, c'est que la dette de l'économie chinoise est détenue par la Chine, là où la dette de l'économie américaine est détenue par les investisseurs étrangers. Et donc, il n'y a pas de risque systémique de cette crise immobilière chinoise et notamment de risque de contagion sur le reste du monde. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Et ça offre aussi des marges de manœuvre beaucoup plus importantes aux autorités chinoises du fait qu'elles détiennent leurs propres dettes. Et donc ça, c'est un facteur fondamental différenciant. Donc, ce que font les autorités chinoises, c'est que déjà depuis quelques semaines, depuis quelques mois, elles essayent de régler ces problèmes immobiliers, notamment via les gouvernements locaux, parce que c'est eux qui portent une grande partie de la dette. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'attendent les autorités chinoises pour faire leur plan de relance? Ce qu'elles attendent, c'est d'essayer de régler les problèmes, notamment dans les gouvernements locaux,
pour éviter un risque plus important et une crise plus importante. Elles préfèrent régler les problèmes en amont et repousser le stimulus un petit peu plus tard quand elles sont sûres qu'elles auront consolidé là où il y a des faiblesses. Donc, pas de risque systémique sur la Chine, sur le reste du monde de cette crise immobilière. On ne peut pas s'attendre aux mêmes effets que la crise de 2008 de l'immobilier américain. Par contre, sur la question de est-ce que c'est une bonne idée, est-ce qu'on devrait complètement enlever la Chine de nos allocations, il faut voir deux parties à la Chine. Il y a les entreprises qui sont de l'ancienne économie, qui sont très liées à toute cette crise immobilière qui va arriver. Et notamment, on a des faillites, on a des annonces de faillite de manière régulière dernièrement, et sur beaucoup d'entreprises aussi qui sont détenues par le gouvernement chinois. Donc, acheter les actions chinoises dans leur ensemble ne nous paraît pas du tout une bonne idée pour l'instant. Et c'est pour ça que dans un fonds comme Carmignac Émergent, nous n'avons aucune entreprise détenue par l'État, nous n'avons aucune entreprise immobilière, aucune foncière immobilière, nous n'avons pas de banque non plus. Je disais qu'on aimait le secteur bancaire indien, mais le secteur bancaire chinois, on le fuit depuis toujours. Et donc, c'est des pans entiers de l'économie chinoise dans lesquels nous ne souhaitons pas et nous ne voulons pas investir pour des raisons fondamentales, mais aussi pour des raisons ESG, de gouvernance, d'où l'importance de l'ESG. Par contre, se priver de toutes les opportunités du marché chinois, aujourd'hui, ne nous paraît pas une bonne solution. On est quand même sur un pays extrêmement innovant, qui est dans la course à l'innovation, que ce soit sur la partie technologique, sur la partie énergie renouvelable, avec une puissance démographique, une puissance très très forte quand même de ce consommateur chinois, et des entreprises, comme je le disais, qui ont des fondamentaux extrêmement solides, avec des bilans très sains, avec des politiques qui sont vraiment favorables aux consommateurs et aujourd'hui qui se payent vraiment rien du tout. Et donc, pour un investisseur moyen-long terme, comme nous le sommes chez Carmignac, ça nous permet des opportunités bien trop intéressantes pour être ignorées. Et donc, c'est pour ça que nous ne voulons pas nous passer du marché chinois dans nos fonds. Axel, permets-moi une dernière question avant justement de finir cette session. On en est justement donc au bilan de mi-parcours. Donc, à l'issue de ces premiers mois de l'année, est-ce que justement la situation et la configuration des marchés vous ont amené à de nouvelles convictions, donc en termes d'allocation d'actifs, ou à la remise en cause de convictions que vous auriez pu avoir en début d'année? Donc, soit la provision de nouvelles convictions, soit la remise en cause de convictions que vous aviez éventuellement à fin d'année dernière ou en début d'année de cette année. Alors, si on regarde au niveau mondial et même par classe d'actifs, alors si on regarde d'abord sur les actions. Au global, ce qu'on fait, et ça revient à la question intéressante du monsieur quand plus personne n'attend la récession, est-ce que c'est pas là où il y a le plus de risques? C'est que dernièrement, enfin sur les derniers mois, on a quand même repositionné nos portefeuilles pour se préparer à cette décélération de la croissance. Parce que même si on la voit pas encore aux États-Unis, on la voit en Europe. Et donc, on devrait avoir un retour en grâce des valeurs plutôt défensives, des valeurs dites de qualité, c'est-à-dire celles qui ont des bilans solides, celles qui sont capables de croître quel que soit l'environnement macroéconomique. C'est des valeurs qu'on va retrouver dans des secteurs comme la santé. Et d'ailleurs, c'est une bonne opportunité vu que le secteur de la santé n'a pas très bien marché depuis le début de l'année. C'est des valeurs qu'on va retrouver dans la technologie, on le voit, Nvidia, Google, Microsoft n'ont pas besoin de la croissance américaine pour avoir des résultats extraordinaires. Et on a aussi des choses en Europe là-dessus. Et on va aussi regarder dans la consommation des valeurs qui sont peu cycliques et qui sont faiblement liées au cycle économique. Donc, c'est la principale action qu'on a prise sur les derniers mois sur nos portefeuilles actions, c'est se préparer à cette décélération de l'environnement macroéconomique. Sur la partie obligataire, on reflète aussi la même chose. On a quand même une baisse de l'inflation, on a des taux qui ont atteint des niveaux très très élevés. Alors oui, on ne va pas retourner un environnement de taux d'intérêt aussi bas que ce qu'on a connu sur les 10, 15, 20 dernières années. Mais aujourd'hui, on a atteint un point un petit peu haut sur les taux d'intérêt et donc on va plutôt avoir tendance à acheter des taux d'intérêt à long terme pour bénéficier d'une perspective de moindre inflation et moindre croissance.
Et en termes géographiques, la conviction qui est le plus dur à tenir depuis le début de l'année, c'est la Chine, hein, j'en reparlais. Aujourd'hui, plusieurs fois, on se demande est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester investi en Chine. Si on regarde la partie pure sélection de valeur, il n'y a pas de débat. Ce qui pose problème, c'est jusqu'à quel point les fondamentaux peuvent diverger, les fondamentaux d'une entreprise peuvent diverger avec leur cours de bourse. Il y a un moment où forcément ça va finir par reconverger. Et là, ce qu'il va falloir attendre pour booster un peu le moral des investisseurs, ça va être cette annonce de stimulus budgétaire de la part des autorités, qu'on espère sera dans les prochains mois, et qui sera aussi une bonne nouvelle, hein, par ricochet pour les entreprises européennes. Il ne faut pas oublier la dépendance de l'Europe et notamment de l'Allemagne à la situation allemande, à la situation chinoise, pardon. Et donc, toute bonne nouvelle sur la Chine sera par ricochet une bonne nouvelle pour l'Europe. Et donc, ça pourrait être un petit peu le point positif à surveiller pour cette fin d'année. Entendu, Axel. Merci énormément. Merci pour Avec ton grand éclairage. plaisir. Merci, chers participants, pour votre présence déjà, et puis ensuite pour vos questions. Et nous vous donnons donc rendez-vous au mois prochain pour une nouvelle session, cette fois-ci mensuelle. Donc, je vous dis à très bientôt et merci énormément pour votre participation. Encore merci, Axel.